Est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise? Alors je me suis moi-même posé toutes ces questions. J'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel. J'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée pour y voir plus clair, plus rapidement. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire Chance qui propose un parcours de coaching 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des exercices d'auto-coaching et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes et vos moteurs. Le petit plus que j'aime et qui change tout, c'est la force de la communauté Chance qui est à vos côtés, prête à échanger, à vous épauler ou à vous ouvrir son réseau. Alors en résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Détail non négligeable, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, ne laissons pas tomber les bonnes résolutions de la rentrée parce que l'automne est arrivé. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Plonger en nous pour renouer avec notre enfant intérieur, pour comprendre et guérir ses blessures, pour que l'adulte que nous sommes devenus et lui avance librement, main dans la main, avec optimisme, créativité et émerveillement. Voilà bien souvent le travail de toute une vie. Neurosciences, approche systémique et familiale, rôle du psychisme. Depuis Jung et sa psychologie des profondeurs, de nombreuses approches ont démontré la complexité de cet enfant intérieur. Cela fait plus de 30 ans que mon invité et son épouse accompagnent des personnes, des groupes, des couples et des familles pour favoriser l'intégration des parts enfantines en chacun. Une expérience et des recherches qui leur ont permis notamment de développer la notion de l'enfant adapté. Thérapeutes reconnus, ils ont tous deux fondé leur propre méthode avant-gardiste nommée Cœur d'enfant. Une méthode qu'ils partagent dans un tout nouvel ouvrage, La thérapie de l'enfant intérieur, une approche intégrative pour grandir en humanité. Bonjour Emmanuel Ballet-Cocremont. Bonjour Anne. Alors on se retrouve aujourd'hui, comment ça va d'abord? Mais très très bien, voilà. Je suis ravi d'être ici. Moi de même de te recevoir. Alors, qui est l'enfant intérieur, ou plutôt, qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce que c'est aussi important de définir ce qu'il n'est pas. Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'accorder à l'idée que finalement, l'enfant intérieur n'est pas un outil de développement personnel. Ça n'est pas un outil, ça n'est pas une technique, ça n'est pas un protocole. C'est un concept central en psychologie. Et en fait, ce concept d'enfant intérieur répond à une question très ancienne. Une question qui dit que finalement, au sujet de l'enfant, il devrait être aussi et essentiellement question de l'enfant à l'intérieur de l'adulte. Et ce questionnement, c'est intéressant parce qu'on le retrouve dans la Bible et il est déjà posé par les premiers analystes autour de Freud, que sont par exemple Sándor Ferenczi ou Carl Gustav Jung, évidemment. Comment vous en êtes venu d'ailleurs avec ton épouse, Marie-France, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui vous avez coécrit ce livre? Comment vous en êtes venu à ce sujet-là, vous, en tant que thérapeute? Je crois qu'on en est venu à ce sujet en tant que thérapeute, avant tout grâce à une expérience personnelle, en fait. Moi, je raconte souvent cette expérience. À l'âge de 18 ans, je commence ma première psychothérapie et je la fais dans cette dynamique, cette idée qu'en fait, je ne me sens pas vivant. Je ne me sens pas tout à fait moi-même et je me dis que si je veux devenir adulte, il faut que je retrouve cette part de moi. Et l'une des premières expériences que je fais en thérapie, c'est de retrouver une part de cet enfant, un enfant qui m'apparaît littéralement. Et bien que la thérapie que je faisais à l'époque n'avait aucun rapport avec l'enfant intérieur. Donc c'est aussi le cas de Marie-France, c'est-à-dire que c'est d'abord une expérience. J'explique dans le livre qu'en fait, beaucoup de gens qui viennent dans la thérapie de l'enfant intérieur ont vécu cet appel. Ils ont rencontré d'une manière ou d'une autre cet enfant qui leur a demandé « retrouve-moi ». Ah, et c'est fou quand même. Ouais.
On peut aussi parler de l'enfant blessé, de l'enfant doué, de l'enfant exilé. Évidemment, on reviendra un peu sur toutes ces notions, hein, qui a développé des stratégies de survie pour se protéger en s'éloignant quelque part de l'enfant véritable. Oui, ça c'est vraiment la notion centrale que l'on a développée, donc celle de l'enfant adapté, parce il existe malheureusement encore toujours une confusion importante entre l'enfant intérieur et l'enfant adapté. Mais ça n'a rien à voir en fait. Très rapidement, dans notre travail, on s'est rendu compte que on s'adressait des fois à un enfant et puis que malgré toutes nos tentatives pour le guérir, pour l'entendre, pour qu'il se sente entendu, en fait, ces tentatives étaient toujours vouées à l'échec. Et on s'est rendu compte qu'on ne s'adressait pas à un enfant, on s'adressait à un masque. Un masque, c'est ce fameux enfant adapté, qui est en fait, on pourrait dire, l'ensemble de toutes les stratégies de survie et d'autoprotection que l'on met en place en grandissant pour finalement s'adapter à notre système, le système humain dans lequel on apparaît, donc c'est la famille. Mais le problème, c'est que ce système de survie et d'autoprotection, ce masque, eh bien, va continuer à vivre en nous en tant qu'adultes, et nous allons l'utiliser, en fait, dans notre façon d'essayer d'obtenir de la reconnaissance, une place, ou le sentiment d'exister à tout prix dans les autres systèmes humains, que sont l'école ou ensuite le monde professionnel, etc. C'est ce qu'on appelle aussi le faux moi ou le faux self? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que finalement, ce que l'on a développé comme idée, c'est que ces stratégies d'adaptation, de suradaptation, qui apparaissent très tôt chez l'enfant, vont devenir un faux moi, c'est-à-dire une fausse personnalité, on pourrait dire, qui vont nous servir de moyen d'être en échange avec le monde. Mais ce qui nous a permis, dans un premier temps, de survivre, va devenir, en grandissant, eh bien, un handicap. Et en même temps, ce qu'on appelle ce faux moi, ce faux self, est quand même un peu moi. Non, ça n'est pas moi en fait, mais c'est ma façon dont je crois que les autres me perçoivent et c'est la façon dont je crois qu'il faut que je sois au monde, en lien avec les autres. Ouais. Et en fait, ça s'appuie sur aussi tous les échecs relationnels que j'ai vécus en tant qu'enfant et qui ont fait que j'ai finalement opté pour l'idée que je ne peux pas être tout à fait moi-même. C'est ça. Alors pourquoi est-ce qu'il pourrait être important de travailler sur l'enfant intérieur, d'accéder à la totalité de l'expérience enfantine? Vous employez beaucoup ce terme d'enfantine. Oui, parce que en France, on se rend compte qu'au niveau Alors je dis pour les auditeurs et les auditrices, je dis vous parce que je parle de Marie-France et de toi, qui êtes co-auteur du livre, même si Marie-France n'est pas avec nous, même si elle est évidemment par la pensée et puis bien en présence. Mais sinon, on se tutoie, voilà, comme ça, parce que sinon ils vont se dire, c'est bizarre, elle passe du tu au vous. D'accord, ça te va? Oui, bien sûr, tout à fait. Oui. Donc, alors rappelle-moi ta question du coup. Oui, c'était vraiment sur l'expérience enfantine, de ce terme que vous employez beaucoup dans le livre. Oui, c'est fait exprès en fait parce qu'en France, il y a vraiment une difficulté au niveau du vocable. C'est que tout ce qui fait référence à l'enfant est jugé de manière infantile. C'est-à-dire, c'est comme si l'enfant ou l'expérience de l'enfant était un sous-palier de l'adulte, une expérience immature, régressive, voilà. Et donc, souvent, le terme d'enfantin est aussi connoté de façon négative. Donc nous, on défend vraiment l'idée qu'il y a l'expérience enfantine et qui, les neurosciences, on va en reparler, valide combien finalement l'expérience enfantine est pleine de ressources et de richesses. Oui. Et puis il y a le comportement infantile que l'on développe, mais qui n'est pas d'ailleurs la spécificité de l'enfant, loin de là, puisqu'on voit combien nombre d'adultes se comportent souvent de manière infantile. Donc là, on distingue vraiment le comportement de l'expérience, c'est vraiment important dans la terminologie. Oui, c'est-à-dire que, tout à fait. Dans ce que tu viens d'expliquer. Oui, voilà, tout à fait. Non, mais je le dis comme ça, nos auditrices et nos auditeurs pourront bien faire le distinguo entre les deux. C'est-à-dire qu'en nous vit vraiment une expérience enfantine, celle de l'enfant qui demeure présent dans toute son immédiateté, dans toute sa vivacité en nous, mais tout ça est souvent masqué par de nombreux comportements qui nous invitent à un rapport au monde infantile, immature, etc. Pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt finalement à faire ce travail sur l'enfant intérieur? C'était aussi une partie de la question. L'intérêt, c'est finalement de se retrouver. C'est d'avoir le sentiment suffisant d'être soi, de pouvoir aussi être soi tout en étant en lien avec l'autre, et avoir aussi un sentiment de confiance et de sécurité qui fait que je me sens suffisamment en sécurité, en confiance pour avoir le sentiment d'avoir une place dans le monde, d'être à ma place, de pouvoir expérimenter aussi le fait d'avoir un chez-soi, un chez-moi, qu'il soit extérieur ou intérieur,
où je me ressource, où je peux me connecter à moi-même, où je peux mobiliser mes ressources pour peu à peu apprendre, m'accomplir et vivre. Ouais, et vivre, tout simplement. Tout simplement. Est-ce qu'on a tous un enfant intérieur refoulé ? Plus ou moins, hein. Alors oui, parce que finalement, ce que l'on ne dit pas souvent dans la thérapie sur l'enfant intérieur, c'est que tous les adultes ont intégré des parts de l'enfant qu'ils ont été. Et donc, tous les adultes ont la capacité de vivre avec leur enfant intérieur, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler des enfants intérieurs intégrés. Et en fait, ça ne nécessite aucun travail thérapeutique, puisque naturellement, des fois, sans même qu'on en ait conscience, on appelle cet enfant nous et on le laisse libre, et donc on l'utilise en tant qu'adulte, que ce soit dans de la créativité, dans de l'expression, dans du lien aux autres. Donc là, je dirais que c'est les facettes intégrées. Mais la thérapie de l'enfant intérieur va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle l'enfant exilé. Donc toi, tu parlais de cet enfant refoulé. C'est-à-dire, c'est ces parts d'enfance en nous qui n'ont pas eu le droit d'exister et qui se sont retranchées à l'intérieur de nous. Pourquoi ? Parce que les expériences qu'elles ont faites n'ont pas été entendues, légitimées, suffisamment nourries pour permettre d'avoir le sentiment d'être légitime, en fait, à exister. Donc du coup, le psychisme humain fait en sorte que ces parties s'exilent. Et le travail de la thérapie de l'enfant intérieur, c'est vraiment un travail d'intégration. Réintégrer tous ces enfants laissés sur le bord de la route. On pourrait donner plein d'exemples. Imaginez un enfant qui aurait voulu faire de la danse et qu'on n'a pas laissé danser, par exemple. Complètement. Donc ça, effectivement, il s'exile de cette partie-là. Oui, complètement. Ouais. On a parlé alors, la suradaptation, tu l'as un peu dit, est-ce qu'elle est négative en soi ? Est-ce qu'elle n'est pas aussi un moyen de trouver sa place au milieu du monde et de la société ? Elle est vraiment cette construction qui permet parfois quand même de tenir ? Alors, oui, Éric Piaget montrait très bien que l'adaptation, c'est une des qualités essentielles de l'enfant. Elle fait partie de notre intelligence. Donc, mais on distingue vraiment l'adaptation de la suradaptation. Parce que l'adaptation, c'est vraiment une dimension de l'intelligence propre de l'être humain et qui s'exerce dès l'enfance. Le nourrisson a une capacité d'adaptation phénoménale puisqu'il doit recevoir des soins et de l'amour. Donc il a tout un tas de stratégies à disposition pour s'adapter et faire comprendre à son parent de quoi il a besoin. Qui est de la survie au départ aussi. Et qui est aussi une demande de survie, mais pas uniquement. Parce qu'en réalité, on rétrécit énormément l'expérience de l'enfant. Bien sûr qu'il y a la dimension de survie, mais il y a la dimension aussi, c'est que le corps du bébé sait naturellement ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui crée une résonance positive. Donc le fait que son parent joue avec lui, le sourit, le prenne dans les bras, crée un sentiment positif. Donc en fait, le bébé va aussi rechercher les moyens d'attirer son parent à cette expérience qu'on appelle souvent une expérience d'accordage. La suradaptation, elle, pose plus de problèmes puisqu'elle désigne davantage le processus, on le disait, par lequel on exile vraiment des facettes fondamentales de soi, de son être, et puis qui vont entraîner une identification à des fonctionnements pour survivre, pour avoir le sentiment d'exister, pour avoir le sentiment d'être reconnu, etc. Vous parlez aussi dans votre livre de l'enfant divin. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, l'enfant divin, c'est une image, en fait. Oui. Et c'est une image qui peuple l'inconscient collectif depuis toujours. En fait, l'enfant divin est présent dans quasiment tous les mythes de l'humanité, que ce soit des mythes anciens ou les mythes modernes. Les mythes les plus modernes qui montrent des facettes de l'enfant divin, on peut le retrouver dans Harry Potter, etc. Et l'enfant divin, c'est finalement... Jung aussi a beaucoup parlé de l'enfant divin. C'est surtout Jung, en fait, qui a montré, qui a dévoilé l'image de l'enfant divin. Et l'enfant divin, il est bien sûr présent dans toutes les religions aussi, que ce soit le bouddhisme ou le christianisme, par exemple. Mais l'enfant divin, c'est à la fois une promesse d'accomplissement, et puis le symbole d'une totalité. Mais cette totalité, cette expérience d'une totalité ou d'une complétude, c'est quelque chose que l'on vise en tant qu'être humain, que l'on recherche, mais que l'on ne pourra jamais complètement atteindre. Ouais. Donc l'image de l'enfant divin, c'est évidemment pas de penser qu'on va devenir un dieu, par exemple, ou qu'on va devenir surpuissant. Non, mais c'est l'idée qu'on peut s'approcher de la sensation d'être suffisamment entier en évitant d'avoir des mutilations majeures de soi. En évitant finalement de se départir de parts essentielles de soi. D'ailleurs, vous en parlez pas mal aussi à un moment donné, je crois que tu vas me dire si je le transcris mal, mais que cette quête en fait de la fusion de l'enfant divin, à un moment donné, il faut aussi sortir de ça pour être au monde de manière vraiment incarnée. Oui, parce que finalement...
je trouve que l'image de l'enfant divin parle de quelque chose qui est vraiment le fil directeur de notre ouvrage. C'est cette dialectique, en fait, entre le plus petit en soi et le plus grand que soi. Et le fait qu'il y ait là un enfant divin, dans tous les mythes, ça rappelle aussi l'incroyable expérience que les premiers êtres humains ont dû faire en découvrant un bébé qui est à la fois, en fait, incroyablement fragile et petit, et incroyablement aussi grand de par ses capacités pour pouvoir survivre. Et je pense qu'il y a là une dialectique entre le plus petit en soi et le plus grand que soi qui est fondamentale et qui est figurée par l'image de l'enfant divin. Et qu'on retrouve, quand par exemple François d'Assise parle du très bas, on retrouve un peu cette notion-là. Oui, tout à fait. Du plus petit en soi et en même temps du plus grand que soi. Voilà, et on cite dans notre livre, par exemple, l'expérience de Thérèse Martin, qui figure particulièrement un cas de résilience psychologique et spirituelle. Donc c'est Sainte Thérèse de Lisieux. Hein. Donc c'est bien sûr Sainte Thérèse de Lisieux, et qui est complètement connectée en fait à un travail de reconnexion à l'enfant intérieur et à l'enfant divin. Ah oui, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus comment ce mécanisme en fait chez Thérèse dont tu parles et qui est très beau aussi. Hein. Il y a cette harmonisation des opposés qui est chère à Jung, en fait, qu'on retrouve chez elle. Oui, j'aimerais peut-être partager au sujet de Thérèse le fait que d'abord, en tant que jungien, je suis attentif en fait à la façon dont on parlait de cet appel de l'enfant intérieur. Oui. Et en fait, j'ai reçu un appel de Thérèse. J'étais dans le train, on rentrait d'un week-end en amoureux avec Marie-France, et dans le train, le train s'arrête à Lisieux, et d'un seul coup, j'entends une voix à l'intérieur de moi qui me dit « Petit frère, viens à moi ». Et je suis comme dans un état étrange, je suis vraiment dans un état étrange, et je suis attiré en fait par la basilique que je voyais depuis la fenêtre du train. Et là, je dis à Marie-France, mais où est-on? Et c'est quoi cette basilique? Marie-France regarde, elle dit, je sais pas, c'est Lisieux. Ah, mais je crois qu'il y a une sainte, ça doit être Sainte Thérèse. Et ça n'est que 2 ans plus tard, en fait, après une succession d'autres signes, que je suis arrivé à Lisieux. Et j'ai découvert l'histoire de Thérèse Martin. Et Thérèse, donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui naît dans une famille nombreuse. Hein, et à l'âge de 4 ans, elle perd sa mère. Et elle va vivre une blessure immense, une blessure d'abandon. Elle va rentrer dans un cycle de souffrance et de... Avec une santé très fragile. Avec une santé très fragile, avec des obsessions, des sentiments de culpabilité effrayants, etc. Et donc ce complexe, cette souffrance fondamentale, ce gouffre de l'abandon qui risque de la dévorer, on croit à plusieurs reprises qu'elle va mourir en fait, eh bien elle va réussir à le guérir en considérant Jésus sur la croix, le Christ sur la croix, comme un petit enfant aussi abandonné. Elle se dit, mais ce Christ qui est sur la croix est bien seul. Et il a besoin de quelqu'un qui le soutienne. Et en faisant ça, alors bien sûr, elle va choisir de devenir carmélite, mais en faisant ça, elle devient comme la mère du Christ crucifié. Mais elle-même se reconnaît toujours comme une petite, comme une enfant de la vie. Oui. Et donc, elle fait appel à plus grand qu'elle aussi. Elle a aussi besoin d'un parent plus grand pour lui donner le courage d'aimer suffisamment le Christ. Et donc, elle s'en réfère entre autres à la Vierge Marie. Et donc, elle entre dans cette fameuse dialectique du plus petit en soi et du plus grand que soi et crée un formidable processus de résilience à la fois psychologique mais aussi spirituel. Et qui fait qu'elle devient la fameuse Sainte Thérèse de Lisieux. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'elle atteint la sainteté, c'est pas le fait qu'on croit ou pas à la sainteté, ça n'a pas d'importance. C'est quand même que finalement, son expérience devient une expérience qu'elle appelle la petite voix, qui est une expérience finalement qui est aujourd'hui entre en résonance de manière mondiale. Sainte Thérèse de Lisieux est une des seules saintes à être vénérée partout dans le monde par des personnes de toute origine et de toute religion. Parce qu'elle touche à quelque chose d'universel à travers cette expérience de l'enfant intérieur. Et elle est morte très jeune. Et elle est morte à 24 ans, tout à fait. Donc sa vie a été, sa transmission, ce processus un peu d'individuation finalement qu'elle a vécu a été très rapide. Oui, et ce qui est très amusant, c'est que ce sont ses sœurs qui elles-mêmes étaient carmélites, qui voient qu'il se passe quelque chose. Elles ne peuvent pas le nommer, mais elles se disent Thérèse n'est pas comme nous, il se passe quelque chose. Et donc c'est sa sœur, sa plus grande sœur qui était devenue d'ailleurs la directrice, je ne sais plus le nom du couvent, qui lui dit « Tu devrais noter et écrire ce qui se passe, ce que tu ressens, ton histoire en fait. » Et elle demande à sa sœur donc d'écrire sa biographie. Et c'est le fameux livre « Histoire d'une âme » qui est précieux parce qu'en fait, outre l'aspect religieux dans lequel les croyants pourraient se reconnaître, c'est surtout un témoignage en fait
le témoignage d'une femme, d'une âme, comme elle le dit, qui vit un processus incroyable. Ouais, c'est vraiment très touchant. C'est vrai qu'à travers cette histoire de la petite Thérèse, on trouve que l'objectif aussi de chaque adulte, c'est de devenir pour soi le parent attentif. Oui, tout à fait. Et c'est une notion très subtile et très complexe que beaucoup de gens ont du mal à appréhender parce que souvent... Quand j'accompagne des personnes à devenir ce propre parent pour eux, d'abord ça les met en tension parce que des parties d'eux, on a dit adaptées, suradaptées et infantiles, veulent continuer à recevoir de la part de leurs parents extérieurs ce qu'elles n'ont pas reçu lorsqu'elles étaient enfants. Et donc cette demande adaptée, elles vont découvrir peu à peu qu'en réalité leur enfant intérieur ne demande rien à son parent extérieur. Pourquoi ? Parce que l'enfant intérieur sait très bien qu'il a besoin de s'accomplir, de grandir par lui-même, et donc il s'en réfère uniquement à l'adulte. Il veut que l'adulte devienne ce parent suffisamment bon. Et l'autre piège ou l'autre difficulté, c'est souvent que les gens se disent « mais s'il faut que je devienne mon propre parent, mais c'est lourd, c'est une charge terrible, etc. » Mais je leur explique que ça n'est pas un processus individuel et isolé et égoïste. Au contraire, on peut être son bon parent et créer un processus d'autoparentage au milieu des autres, avec les autres, grâce aux autres aussi. C'est ce que vous appelez aussi la coparentalité, c'est ça ? Non, je ne sais pas si on pourrait parler de coparentalité, mais en tout cas, je pense qu'il y a une notion de... Moi, je parle d'alliance, en fait, souvent. Oui, c'est ça, d'alliance. De ne pas être seul, en fait. Voilà, de ne pas être seul et d'avoir la capacité de faire alliance aussi avec les autres, parce que dans ce processus d'alliance, il y a aussi des réponses qui vont me permettre d'être ce parent suffisamment bon. Et un parent suffisamment bon pour soi, ça ne veut pas dire parent meilleur que mes parents. Ça veut dire surtout un parent capable d'accepter ses limites, sa vulnérabilité. Donc nous sommes des adultes qui sont à la fois incroyablement fragiles et vulnérables, et puis aussi avec beaucoup de richesse et de ressources, de force. Et on en avait parlé dans un podcast de votre précédent livre qui était « Vos parents ne sont plus vos parents », effectivement. Tout à fait. Comment, à un moment donné, on coupe quand même le cordon de manière plus définitive. Oui. Alors, pour revenir simplement sur l'enfant intérieur, vous êtes de l'école et de la démarche d'Alice Miller dans les années 80. En quoi a-t-elle été révolutionnaire à ce moment-là dans l'approche thérapeutique ? Alors, c'est fondamental. En effet, dans la thérapie de l'enfant intérieur, on ne peut pas se référer aux travaux, on ne peut pas ne pas se référer aux travaux d'Alice Miller qui sont fondamentaux parce que Alice Miller, malgré sa radicalité, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'elle a été quelque peu radicale et parfois elle a dit des choses qu'on sait aujourd'hui qui sont un petit peu erronées. Peut-être situer pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, il faut savoir qu'Alice Miller, Alice Miller est une psychanalyste en fait à l'origine, elle est freudienne. Mais elle vit une expérience du self, c'est-à-dire que retranchée chez elle, elle entre dans un état où elle est plus en contact avec qui elle est fondamentalement. Et c'est dans cet état-là qu'elle écrit et qu'elle connecte des vérités fondamentales et qu'elle va créer, elle va écrire beaucoup de choses, mais elle va créer une façon de voir et d'appréhender le vécu du patient totalement novatrice. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'apport révolutionnaire d'Alice Miller, c'est-à-dire, et c'est ce qui fait qu'elle va se séparer des psychanalystes freudiens, c'est que on ne travaille pas sur l'enfance, on touche à l'enfance pour retrouver sa vérité intérieure du point de vue de l'enfant que l'on a été. Ah ouais, c'est une grosse nuance. Et c'est une énorme nuance. Et récemment, j'étais à une radio et puis je parle avec une psychanalyste qui me dit vous faites quoi ? Je lui dis que je suis spécialiste de l'enfant intérieur. Elle me dit l'enfant intérieur, oui, je ne connais pas beaucoup, mais de toute façon, on fait le même travail. Je lui ai dit, je n'en suis pas si sûre. Oui, parce qu'on n'est pas dans une forme de régression oui, puis c'est surtout que quand on travaille sur l'enfance, si on le fait avec toujours la même vision adulte de ce qu'est un enfant, on ne va jamais toucher sa vérité intérieure. Alice Miller, en fait, en considérant que l'on peut, à travers le corps, à travers certaines choses, toucher à la vérité et au point de vue de l'enfant que l'on a été, crée une révolution. Et ça, en fait, on se rend compte que ça n'est pas encore quelque chose de bien intégré au niveau de la thérapie, alors que c'est fondamental. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans ce livre, vous aviez besoin de revenir en fait sur toutes ces notions pour poser vraiment ce que c'est. Oui, c'était important à travers ce livre de bien poser le fait que nous sommes les spécialistes francophones et qu'il y a malheureusement très peu de spécialistes au monde du travail sur l'enfant intérieur, quelques Américains, une Allemande, mais très peu de gens en fait. Et donc c'était important aussi, nous, non seulement de montrer la spécificité de notre travail, de notre méthode, mais aussi de se réinscrire
dans une tradition aussi. Une lignée, on pourrait dire, qui montre bien qu'en fait, depuis longtemps, des gens s'interrogent sur cet enfant en soi. Et aujourd'hui, on doit considérer la thérapie de l'enfant intérieur comme une thérapie à part entière et une thérapie novatrice et révolutionnaire à plusieurs égards. Alors, on va rentrer effectivement un peu plus dans le détail. Pour comprendre la démarche, dans le livre, vous abordez vraiment ces 7 dimensions de la thérapie archétypale, biographique, existentielle, systémique, vitale, écologique et spirituelle. Alors, on ne va pas forcément tous exactement les détailler, mais j'ai pioché un petit peu à l'intérieur. Alors, peut-être pour comprendre quelques notions, explique-nous la dimension archétypale avec cette conjonction du puer senex, comment on le dit d'ailleurs ? C'est ça, puer et senex. D'accord. Et en quoi il est important d'accomplir ces conjonctions en soi ? J'ai trouvé que c'était intéressant peut-être de commencer par là. Oui. Alors je vais peut-être, pour aborder le sujet, exprimer à nos auditeurs comment je le fais en thérapie. Oui. Souvent en thérapie, à un moment donné, je confronte la personne au fait qu'elle va vieillir et elle va mourir. Et c'est fondamental. Aborder la thérapie, faire un travail thérapeutique doit aborder la question de la vieillesse et de la mort. Parce que c'est là où nous allons. C'est rare quand même d'entendre ça. Mais c'est fondamental. Ce que tu viens de dire là. Et parce qu'en fait, on ne peut pas travailler sur l'enfant en soi sans travailler sur le futur vieillard que je vais devenir. Et ce vieillard et cet enfant sont déjà présents en moi, même si je ne suis plus un enfant et je ne suis pas encore un vieillard. Les mythes, justement, nous servent de support parce qu'ils montrent, en fait, ces images du puer, de l'enfant, en fait, et du senex, le vieillard, qui sont alliés. Je parle, par exemple, souvent, je cite l'image du magicien de Merlin l'Enchanteur, mais plus récemment, c'est Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux, ou c'est évidemment Dumbledore dans Harry Potter. Et on voit bien que ces personnages sont étranges, parce qu'ils sont vieux, ils ont cette sagesse de la vieillesse. Et ils ont cette pétillance et cette légèreté de l'enfance. Et ça figure, je crois, ce que j'appelle un adulte enfantin, c'est-à-dire quelqu'un d'entier, en fait. De complet. Oui, de complet. Et puisque nous allons vieillir et puisque nous allons être de plus en plus confrontés à des limites, même si aujourd'hui on vit mieux, entre guillemets vieux, ceci dit, ça me semble important de sentir que plus on entre en âge et plus on se rapproche de la mort, plus il y a un appel essentiel à être soi, en fait, et à être léger dans ce monde. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment cet accueil presque de ce qui peut sembler être des contraires, de ces conjonctions. Tout à fait. Les conjonctions, c'est très jungien. C'est Jung qui expliquait que finalement, l'âme s'accomplit à travers la conjonction des opposés. Donc, on travaille toujours évidemment sur l'enfant, l'adulte, l'enfant, le vieillard, le féminin, le masculin, l'ombre, la lumière, l'être humain et l'animal en nous. Voilà. Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il y a d'un côté accueillir vraiment et regarder cette part de vulnérabilité en nous, sans pour autant, à l'inverse, victimiser et voir l'enfantin comme une victime ou un être fragile. Oui, et je crois que c'est très bien détaillé dans nos nouveaux livres parce que c'est vraiment là où je trouve que je me situe aujourd'hui. C'est dans une perception finalement qu'il y a là aussi, dans cette idée de travailler sur l'enfant blessé en soi, quelque chose de très stéréotypé et erroné. Et c'est pour ça que la thérapie de l'enfant intérieur n'est pas une thérapie qui concerne uniquement l'enfant blessé. Ça concerne essentiellement aussi l'enfant doué en nous. Alors, tu me diras ce qu'est l'enfant doué. Voilà, tout à fait. Oui. Alors, et l'enfant blessé, donc c'est vraiment la part sensible et vulnérable en nous qui a pu avoir mal et qui a pu souffrir. Et l'enfant doué, c'est vraiment, on pourrait dire, toutes les ressources, tous nos pouvoirs créatifs et nos ressources d'être humain. Et je me rends compte avec le temps, plus j'avance en expérience, plus je me dis, mais finalement, en effet, le risque de toujours se pencher sur cet enfant blessé, c'est de continuer à voir ce sensible et ce vulnérable en nous comme quelque chose de défaillant qui nous met à terre ou qui nous handicape, alors qu'en fait, de plus en plus, je me rends compte que les enfants blessés sont des enfants vitaux, des enfants doués, qui ont été mis en échec dans leurs ressources. Donc aujourd'hui, je ne vois plus les blessures de la même manière, je ne considère plus les blessures comme liées aux comportements qui nous ont fait mal, mais comme la mise en échec des ressources incroyables de l'enfant. Oui. Qui ont été empêchés d'une certaine manière. Qui ont été empêchés et amputés. Et en tant que thérapeute familial, c'est vraiment à cet endroit que je travaille. Je montre aux parents comment finalement ils ont avec eux des enfants qui sont des êtres
des personnes à part entière avec des ressources incroyables et des qualités essentielles pour faire fonctionner la famille. Et il faut sortir de cette image que finalement l'enfant, il est immature, il est infantile et donc que le parent doit tout porter. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Alors, en quoi renouer avec au soi authentique n'est pas possible sans le lien aux autres et au monde? Et tu dis, il n'existe pas de réel engagement vis-à-vis de soi-même et d'autrui sans oser dévoiler une part de son intériorité. Donc, il y a vraiment toujours cette idée aussi d'altérité. Oui, complètement. Et puis parce que aussi, je pense que, en tant que thérapeute, je suis toujours vigilant à complexifier ma perception du monde et de l'être humain. Complexifier, ça ne veut pas dire rendre les choses compliquées, mais c'est éviter en fait de m'enfermer dans des représentations qui finalement deviennent rigides. Et souvent, quand on parle du soi, on se fige dans quelque chose de très individuel. Or, le soi, selon moi, n'est jamais aussi véritable et expressif que dans un contexte relationnel. Oui, c'est ça. Dans un contexte de lien aux autres. Et finalement, l'être humain est un être de besoin, mais c'est aussi et surtout un être de lien. Nous naissons et nous pouvons survivre grâce à un lien d'attachement. Et avec tout ce que ça signifie de ce dont nous avons besoin qui circule dans ce lien, en fait. Et je pense c'est pour ça que la thérapie de l'enfant intérieur me semble essentielle aujourd'hui, parce qu'elle répond à la problématique où nous nous trouvons de manière collective. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, nous avons tellement la capacité à vivre hors sol que quelque part, nous maltraitons en fait nos liens aux autres, aux animaux et aussi à la planète. Ce qui finit par se retourner contre nous-mêmes. Oui, si on va dans le sens de Jung, à nouveau, on pourrait parler de cet imago dont a parlé Jung, et ça nous met face à notre imago, en fait, c'est ça. Et en ce moment, il est particulièrement criant, en fait. On se retrouve on a toujours été de tout temps, l'homme, dans des fonctionnements de systémie, qui soient à l'échelle, effectivement, collective, planétaire, du noyau de la famille, ou du couple, ou de l'entreprise pour maintenant. Mais ça nous met toujours face à cette altérité qui est finalement une sorte de maître, un peu pour nous. Oui, et que nous devons investir. C'est pourquoi dans ce livre, je suis vraiment très très content de partager toute une partie des coulisses aussi du métier de thérapeute, pour montrer à quel point le métier de thérapeute est un métier d'implication et d'alliance dans le lien thérapeutique. On ne peut pas être dans une posture, on ne peut pas être en dehors du système que l'on observe. Quand j'accompagne une famille, je suis avec la famille, je suis au milieu, je suis sur le terrain de foot. Je ne suis pas en dehors, je ne suis pas un spécialiste qui les regarde de l'extérieur, je suis avec eux. Des fois, on change de place. Prenez ma place, regardez, prenez la place du thérapeute, on va voir ce que ça fait. Et voilà. Et je crois qu'un thérapeute doit être complètement impliqué parce que c'est sa façon et c'est sa manière de pouvoir contenir et réguler tout ce qui se passe au niveau émotionnel, etc., qui crée une modélisation pour le système qui l'accompagne, que ce soit un individu, un couple ou une famille. Et ça, c'est quand même assez novateur. D'ailleurs, on en parlait hors antenne avec une personne qui nous exposait un problème où tu disais, là, dans ce cas-là, il faut qu'à un moment donné, le thérapeute plonge dans la problématique. Avec évidemment toute sa sécurité, toute son assise et tout ça. L'idée, c'est pas de se laisser absorber par le problème du patient. On est bien d'accord. Non, ça n'a rien à voir, évidemment. Mais je pense que comme peu de thérapeutes sont formés à être ce contenant, et puis parce qu'eux-mêmes sont amputés, en fait, de part d'eux-mêmes, ils manquent de consistance, donc ils manquent de capacité à pouvoir réguler des émotions. Donc ils ne peuvent pas plonger. Et il faut plonger. Si une personne, ça m'est arrivé évidemment un nombre incalculable de fois, si une personne s'écroule émotionnellement parce qu'elle contacte une souffrance, un traumatisme, etc., il est question que je descende avec elle. Et quand je dis ça, c'est intéressant parce que je le fais physiquement souvent. Quand une personne s'effondre émotionnellement, je lui permets, je lui dis, mais mets-toi dans la position. Et souvent, les personnes quittent le canapé, tombent par terre. Et moi, je m'agenouille, je vais au sol avec elle. Parce que c'est ça dont elles ont besoin. Elles ont besoin, en fait, de sentir qu'il y a un lien d'attachement, une attache qui reste présente. Et tous les deux ensemble, on descend au fond du puits chercher l'enfant, exiler l'enfant traumatisé. Et moi, je ne fais pas le job, je ne fais que être là, en fait. C'est un fil d'Ariane, en fait. Et c'est très réparateur. C'est extrêmement réparateur. J'ai constaté souvent que beaucoup de gens, parce qu'évidemment, une grande partie de ma patientèle, ce sont des gens qui ont vécu des traumatismes inouïs dans l'enfance. Et souvent, je me rends compte, en fait, que ces personnes, en fait, elles ne croient plus en l'humanité. Elles ont perdu
confiance, elles ont perdu espoir. Elles ont perdu espoir dans l'idée qu'un être humain peut être suffisamment lucide, aimant et présent pour eux. Et c'est la fonction du thérapeute, pour le coup. Je leur redonne cette confiance, cet espoir. Je me souviens d'une de mes patientes qui m'a dit, ça m'émeut parce que c'était très beau. Elle m'a dit, c'est extrêmement touchant, et rare. Elle m'a dit, la thérapie a complètement changé pour moi. J'ai senti que j'allais guérir et j'ai senti un espoir nouveau le jour où je t'ai vu pleurer avec moi. Parce que cet enfant, ce qu'avait vécu cette femme, l'enfant en elle, était juste terrible. Et qu'est-ce qu'un adulte aimant fait? Il pleure avec. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur une phrase de Thérèse de Lisieux qui disait « Un parent qui aime son enfant pleure avec lui ». Et il y a eu une série de synchronicités incroyables. Quelques semaines plus tard, je me retrouve dans un colloque de systémie. Et là, il y a un neuroscientifique qui intervient. Et son intervention est chiante, on ne comprend rien, il n'a aucune structure. Bref, pendant 1 heure, on se fait chier. Et puis, quand il se rend compte que c'est la fin, il dit « Oh mon Dieu, mais je ne vous ai pas dit l'essentiel, je vous ai pas dit l'essentiel. » Et il dit « J'ai fait des expériences et je viens de me prouver que c'est fondamental qu'un thérapeute pleure avec son patient. » Oh, bah dis donc. C'est incroyable. Aux États-Unis, je crois que c'est aussi la thérapie de l'AEDP, je ne sais pas si tu connais, qui vraiment va accompagner aussi dans l'amour, dans l'accompagnement, comme tu dis, de cet amour universel, son patient, quitte à le prendre dans les bras, s'il y a besoin de le prendre dans les bras, etc. Oui, tout à fait. Ça peut être parfois tout à fait. Alors qu'on dit, il faut rester distant, surtout ne pas approcher le patient. Mais c'est toujours le problème de la posture. Ouais. C'est toujours le problème du thérapeute qui croit qu'il est en dehors de ce qu'il observe. Mais ça n'est pas vrai. Comment est-ce qu'on peut choisir un thérapeute qui sait faire ça, ce que tu pratiques? Parce que après, c'est aussi toute la question. Parce que quand on arrive dans un cabinet, même s'il a été recommandé, il n'y a qu'au bout de quelques séances qu'on peut savoir ça. Ou les gens que vous formez, peut-être. Oui, alors, ce qui me semble important, c'est d'autoriser vraiment la personne qui vient nous consulter à poser toutes les questions, en fait. Sur la formation du thérapeute, oui, etc. Oui, exactement. Que ce soit sur la formation du thérapeute, que ce soit sur qu'est-ce qui se passera, qu'est-ce qui ne se passera pas, En fait, toutes les questions qui peuvent se poser, en fait. Parce que beaucoup de patients, souvent, ont peur de poser des questions. En fait, ils choisissent un thérapeute parce qu'on leur a dit qu'il était bien, bon. Et puis, ils regardent peut-être des diplômes, voilà. Et puis, ils font confiance. Moi, je dis, ne me faites pas confiance. Ne me faites pas confiance. Éprouvez notre relation. Et si, en éprouvant cette relation, vous ressentez de la confiance et de la sécurité, c'est que nous sommes en train de co-créer une alliance qui va vous guérir. Donc ça, c'est vraiment un bon signe. Oui. Et donc, du coup, ça nécessite aussi de la part du thérapeute d'être formé, en fait, à sortir des postures et à être vraiment impliqué et capable de répondre humblement, y compris sur sa vie personnelle ou sur différents sujets, au service de la thérapie. Je dis toujours, un thérapeute ne sait pas. Ce que dit un thérapeute n'est ni vrai ni faux. Ça a une fonction pour créer davantage d'alliances, pour recréer un lien dans lequel le patient va pouvoir expérimenter un processus de guérison. Et c'est pour ça que je le disais en antenne là, à quelqu'un qu'on a croisé, je disais, il ne faut pas avoir peur de revenir sur les expériences qu'on n'a pas aimées avec son thérapeute. Et ça, c'est fondamental. Et moi, j'adore. Quand mes patients n'ont pas du tout aimé quelque chose de la thérapie, je me dis c'est génial. C'est génial. Ou quand ils considèrent que j'ai fait une erreur, ou quand je considère que j'ai fait une erreur, je me dis mais c'est génial. Parce que nous sommes pile à l'endroit où nous allons pouvoir dénouer et travailler quelque chose de fondamental. Par exemple, des expériences de transfert et de contre-transfert, puis après on va revenir sur les langages pour dialoguer avec son enfant intérieur. Tu peux inviter par exemple un thérapeute aussi à partager ce qu'il vit, lui, dans un contre-transfert. Par exemple, un patient tombe amoureux et puis pourquoi pas le thérapeute ressent aussi des sentiments dans un contre-transfert comme ça. Oui, c'est Irving Yalom qui raconte une histoire comme ça. Mon cher Irving Yalom. J'ai proposé une interview cet été. Il m'a dit j'aimerais tellement, mais je suis trop âgée maintenant. Mais oui, tu as lu son dernier livre, il parle du décès de sa femme et voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, mais c'est un grand psychiatre américain, grand thérapeute. Ouais. Et Irving Yalom raconte tout à fait cette histoire où une de ses patientes lui dit qu'elle est amoureuse et lui, il n'est pas insensible. Il lui dit mais figurez-vous que je ne suis pas du tout insensible.
Et voilà. Mais en fait, ce que le thérapeute sait, c'est qu'il est question en fait d'explorer ce que cela signifie. Hein. Il est garant du cadre. Il est garant de son cadre, évidemment. Et donc, le thérapeute a besoin de partager beaucoup de ses ressentis parce que du moment qu'on se place en sachant que ce que l'on dit n'a pas de valeur en tant que tel, mais une fonction, alors il faut prendre des risques. Moi, je me rappelle, là, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un couple qui sont venus me voir, et puis ils parlaient. Et d'un seul coup, à l'intérieur de moi, j'entends « ça manque de baise quand même ». Oui. Et j'entends ça. Et je me dis alors, comment je vais le formuler, oui, c'est ça, etc. parce que dit cache comme ça. Voilà. Et puis à un moment, je me dis, mais non, ne cherche pas comment le formuler. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça vit à l'intérieur de toi. Alors je les ai arrêtés, je leur dis, écoutez, franchement, là, je ressens que ça manque de baise. Et là, ils m'ont regardé, des grands yeux ouverts. Et puis tous les deux, ils m'ont dit, je crois que vous avez raison. Ah, ils t'avaient touché dans le mille. Voilà, ce qui est important dans cette histoire, c'est aussi de considérer qu'il ne faut pas avoir peur d'être confrontant, d'utiliser des termes ou une énergie ou des émotions particulières qui ne semblent pas être soi-disant normal dans un cadre thérapeutique. Mais qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça n'a pas de sens. Ouais, ça, on revient du sur moment qu'on est normalité. impliqué et qu'ensuite on est prêt, si ces personnes m'avaient dit « nous sommes très choqués de votre comportement, c'est inacceptable de parler », je suis prêt justement à accompagner ça. Je dis « ben oui, je comprends » et on va aller voir ce qui se passe. Hein? Vous avez beaucoup d'ailleurs travaillé avec Marie-France sur le théâtre. Hein, le fait de jouer aussi les personnages. Oui. Est-ce que ça aide dans le cadre, là, en tant que thérapeute, est-ce que ça vous aide justement à peut-être, justement, parfois se mettre dans des rôles, etc. Moi, je dirais que oui, Marie-France a été comédienne, metteur en scène. Moi, j'ai fait 20 ans d'improvisation théâtrale. Donc, c'est évident que souvent, je pousse mes élèves, mes jeunes thérapeutes, là, en supervision, je les pousse, je leur dis, allez faire un peu d'improvisation théâtrale, allez faire un peu... Parce que être thérapeute, c'est descendre dans l'arène et ça, c'est sportif. Et donc, il faut un sens de la répartie, il faut une spontanéité, il faut une fluidité, en fait, que l'improvisation théâtrale, plus peut-être que le théâtre, permet... Et en fait, dans nos stages, avec le temps, on a vraiment évolué sur des mises en jeu et en espace de l'inconscient, qu'on appelle des constellations systémiques, et qui offrent vraiment une expérience à nos patients, justement, de lâcher prise, d'oser exprimer ce qui se passe, et de voir comment, en fait, ça accompagne un mouvement fondamental de guérison, de lien vers l'autre. Et de jouer nos personnages. Oui, et de jouer nos personnages, en effet, de les laisser suffisamment prendre la place pour les regarder, pour les faire vivre, etc. Tout à fait. Alors, si on revient sur l'enfant intérieur plus particulièrement, quel langage utiliser pour dialoguer avec lui? Vous parlez de mythes, mais aussi des images sources comme outil de la thérapie à travers le rêve éveillé. Et puis avec cet exemple d'Alice au pays des merveilles, par exemple. Cet exemple, par exemple, je me répète. Dans le livre, on parle du langage de l'âme. Par langage de l'âme, j'entends en effet tout ce qui permet de faire relation, d'être en relation entre ce qui est conscient et compréhensible et ce qui est inconscient et dissimulé. Hein? Et donc, pour moi, en effet, le travail sur l'enfant intérieur nécessite de proposer des pratiques, de proposer des mises en situation, etc., qui vont vraiment être dans une démarche d'utiliser les images, l'expression corporelle, les mythes, tout ce qui permet d'apporter du sens, en fait. Et ce qui est important, c'est que ce soit du sens dans une démarche, une démarche, oui, intégrative. C'est-à-dire toujours d'être à la fois au niveau sensitif, émotionnel, énergétique, relationnel, psychologique et spirituel. Oui. Tout le temps prendre l'être humain... Corporel, tu as dit? Corporel, oui, parce que corporel, je le mets évidemment dans le sensitif et l'émotionnel, et le même énergétique. Hein. Tout ça, c'est dans la sphère corporelle, qui est très importante. Et tout ça, donc, c'est prendre l'être humain dans sa globalité. Ouais, ça, c'est et très l'accompagner important. dans sa globalité. D'ailleurs, tu dis que tu as recours à l'anamnèse, à la mémoire du passé, mais tu dis aussi que l'approche biographique régressive ne suffit pas. Alors pourquoi? Et là, vous détaillez pas mal le fait que le souvenir soit pas fiable finalement, qu'on peut reconstruire des choses sans arrêt. Tout à fait. En fait, le souvenir n'est pas fiable parce que si on cherche un souvenir, on va le créer. Et plus on travaille sur un souvenir, plus il se modifie. Donc l'anamnèse, nous ne la prenons pas dans un sens classique.
C'est ça. Et donc, du coup, en effet, l'approche régressive, c'est pas que nous ne l'utilisons pas, c'est qu'elle est carrément à prohiber. Parce qu'en fait, une approche régressive qui consiste à retrouver des souvenirs ou à revivre des émotions refoulées, etc., on sait aujourd'hui que ça ne favorise pas la guérison. Parce qu'au niveau des neurosciences, on voit maintenant dans le cerveau que ça ne favorise pas le phénomène d'intégration. En fait. Donc, le travail sur l'enfant intérieur se place toujours dans l'ici et maintenant, dans le présent. Ouais, en fait, l'enfant n'est pas dans le passé. Hein. L'enfant n'est pas dans le passé, notre enfant intérieur est dans le présent, en fait. Et donc, c'est ici et maintenant, et on voit ce qui se passe ici et maintenant, en termes d'émotions, en termes de sensations, en termes évidemment de blocage, etc. Et on va se servir de pont pour revenir à ce que ça a pu évoquer ou à comment ça a pu être vécu par le passé, pour dénouer non pas le passé, mais les formes qui restent en place, en fait, les blocages qui restent en place. Donc on s'intéresse finalement pas au passé en tant que tel, mais au présent et à ce passé qui ne passe pas dans le présent. Oui, mais ça c'est vraiment très important ce que tu viens de dire et qui n'est pas toujours compris justement sur ce travail de l'enfant intérieur. Il faudrait presque que tu répètes cette phrase. Je vais la répéter. Non, mais c'est très important ce que tu viens de dire parce qu'il y a vraiment cette vivance dans l'ici et maintenant et l'expression de la mémoire corporelle qui est vraiment vivace et c'est celle-là que vous dénouez. Oui, tout à fait. On n'a pas besoin de souvenirs, et bien sûr, certains souvenirs dont on a besoin vont revenir, mais on n'a pas besoin de souvenirs parce que tout est suffisamment présent ici et maintenant dans le corps, ou dans nos blocages relationnels, etc., pour permettre, en fait, de laisser émerger la vérité intérieure de l'enfant. Et donc, en effet, on ne travaille pas sur le passé, mais dans le présent, dans ce qui est dans le présent, ne passe pas, en fait. Ce passé qui ne passe pas, mais aujourd'hui, dans le présent. On pourrait dire même ce qui est symptomatique dans le présent ? Oui, tout à fait, ce qui est symptomatique. Et il y a un chapitre que j'aime beaucoup parce qu'il est fondamental selon moi, c'est la dimension vitale en fait. Les gens ne se rendent pas compte peut-être à quel point la thérapie de l'enfant intérieur, mais c'est revenir à la vie. C'est là où vous parlez d'ailleurs de l'enfant doué à nouveau, je crois. Et d'ailleurs on ne travaille pas dans le corps ou sur le corps. On invite les gens à être un corps. C'est pas j'ai un corps, c'est je suis un corps. L'expérience du soi, l'expérience de l'enfant naturel en nous s'exprime dans le corps, par le corps. Oui, et je trouve que ce qui est aussi, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup touchée, même personnellement à la lecture de l'ouvrage, c'est que vous invitez vraiment à revisiter toutes les dimensions animales, végétales, etc., de ce qu'on peut expérimenter, de cette dimension justement de l'expérience enfantine, dans nos vies d'adultes. Tout à fait. Pour recréer en fait une forme de complétude à travers à la fois tous les règnes, mais aussi d'autres dimensions. Évidemment, on a parlé du spirituel, enfin tout cela étant lié. Et je me suis demandé dans quelle mesure ça pourrait être intéressant aussi, et vous le faites, de faire un espèce de curseur sur où j'en suis, moi, dans ces dimensions-là. Oui, mais en même temps, notre façon de travailler est tellement intégrative qu'on fait en sorte que les gens se perdent. Oui, ce qui est bien, parce que ça libère du connu, forcément. Oui, et puis parce que c'est comme ça qu'ils vont se trouver. Et donc souvent, on dit toujours, alors vous n'allez rien comprendre, ne cherchez pas, et de toute façon, comme vous n'allez rien comprendre, à un moment, vous allez lâcher, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien. Non, mais par exemple, tout ce travail aussi sur l'animalité. Oui. Je trouve ça très intéressant, je ne sais pas si tu peux nous en parler. Quand les enfants sont petits, ils font ces expériences, Jung citait lui-même certaines de ces expériences, où l'enfant n'entre pas en contact avec l'animal, il n'entre pas en contact avec le végétal. Il est l'animal, il est le végétal, il est cette pierre. Donc en fait, ces dimensions dont tu parles vivent en nous. Et elles ne sont pas uniquement métaphoriques, elles sont une expérience réelle que l'on peut faire à l'intérieur de soi. Tout comme l'enfant et le vieillard. Tout à fait. Et donc, en effet, l'animalité est un aspect que nous travaillons énormément. Alors, ça s'est fait de différentes manières, mais l'une des manières les plus précieuses que nous ayons eues, c'est le fait de pouvoir travailler avec des animaux comme co-thérapeutes. Et ça, nous avons pu le faire pendant quasiment
25 ans, 28 ans, avec la présence de 2 chats qui se sont imposés, en fait, clairement, en disant « Non, maintenant, je crois que vous avez oublié que je suis thérapeute et maintenant, je vais venir à chaque thérapie. » Donc, on a eu 2 chats. On a aussi travaillé avec des chevaux. On a pu travailler une fois avec un loup. Voilà. Et puis, on a même accueilli, on explique ça dans le livre, on a même pu accueillir en thérapie 2 chiens. 2 chiens qui sont venus faire leur thérapie. Et l'un de ces chiens qui était traumatisé, qui voulait toujours fuir, qui est aujourd'hui thérapeute. C'est-à-dire que sa maîtresse, il l'assiste en fait, il co-anime les séances avec elle. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai dit à cette thérapeute de l'enfant intérieur, je lui ai dit, écoute, je pense qu'il faut qu'elle fasse des supervisions. Elle a fait sa thérapie, maintenant elle est thérapeute, pourquoi ne ferait-elle pas les supervisions ? Et elle est venue en supervision. Et franchement, c'est incroyable. On se dit des fois que les interventions de l'animal sont liées à un self, à un soi animal particulier, qui est parfois plus étonnant que celui d'un être humain. Et cette chienne qui s'appelle Itcha, elle intervient dans les supervisions de manière incroyable. Et ça, on a assisté dans nos stages aux interventions des animaux, que ce soit des animaux donc dits apprivoisés, domestiques, mais on a aussi l'intervention d'animaux sauvages durant les rituels qui sont très importants. Par exemple, en supervision, quel type d'intervention pourrait faire cette chienne qui soit pertinente ? Elle intervient beaucoup. Les chiens, j'ai remarqué, interviennent beaucoup dans la dimension systémique. C'est-à-dire que quand on met en scène et qu'on intervient, elles viennent en fait intervenir, soit adresser une caresse à telle partie intérieure qui est figurée, ou au contraire faire barrage entre telle et telle partie. En fait, elles viennent créer un recadrage, on pourrait dire. Et je raconte, non, je ne le raconte pas dans le livre parce que je ne l'ai pas mis dans le livre, mais je raconte souvent à mes thérapeutes que je supervise cette histoire qui est celle de mon chat, donc Babar, qui est décédé aujourd'hui, mais qui un jour gratte à la porte alors que je suis en thérapie familiale. Et franchement, je ne m'en sors pas. Je suis en thérapie familiale et en fait, toute la famille me dit qu'ils ont un souci avec... donc le mari me dit qu'il a un souci avec sa femme, les enfants disent qu'ils ont un souci avec leur mère. Pourquoi ? Parce qu'elle a imposé la présence de sa propre mère sous le toit. Donc là maintenant, la mère de la grand-mère, la mère de cette femme vit à la maison. Et donc je leur propose de représenter, de consteller ce qui se passe. Et elle choisit pour figurer sa mère une énorme peluche qu'elle met en plein centre. Genre, c'est ma mère, elle est au centre, et c'est comme ça. J'essaye par tous les moyens de lui faire sentir qu'il y a un déséquilibre, j'interroge la relation avec sa mère, rien n'y fait. Je propose aux enfants de dire ce qu'ils ressentent de la présence de leur grand-mère, ils disent des choses importantes, elle n'entend pas. Le mari dit, mais écoute, ta mère, ça va, mais c'est pas pour... Elle n'entend pas, elle n'en démord pas. Le chat gratte à la porte. Je l'ouvre. Le sauveur. Voilà, je me dis, je sais pas, je suis ce qu'on appelle mise en échec, j'explique bien ça dans le livre. Les situations de mise en échec du thérapeute qui sont autant d'opportunités, en fait, pour faire avancer le travail. Pour faire alliance. Voilà, exactement, et pour faire alliance. Le chat entre, et là, je me tais. Je laisse faire le chat, et le chat a tourné autour des peluches qui constellaient le paysage intérieur de cette famille, et puis d'un seul coup, il s'est arrêté, et il a donné un grand coup de patte dans la peluche qui représentait la mère, la grand-mère, et il l'a viré du cercle. Et il est ressorti. C'est énorme, quand même. Et là, la mère me regarde, elle me dit « D'accord, je crois que je comprends. » Il a fallu le chat pour qu'il entende le truc. Oui, il fallait une intervention animale, en fait. Ouais. Et je pense que ça a touché quelque chose d'instinctuel. Elle n'arrivait pas à connecter au niveau de ses instincts qu'il y avait un danger pour son système familial à faire vivre sa mère ici. Et là, le chat l'a complètement mis en scène. Et je pourrais presque écrire un livre sur les interventions des animaux dans nos stages. Ouais, je crois que ça va être un prochain livre, non ? Allez, on se tend la perche. En tout cas, c'est une idée que j'ai en tête. Ah ouais, dis donc, c'est puissant. Alors, si on revient sur le corps, là. Oui. De l'intégration des traumas. Toi, tu dis, il ne s'agit pas de revivre un traumatisme, mais de l'intégrer en restituant la violence. Alors, comment est-ce que ça se fait concrètement pour qu'on comprenne bien ? Oui, alors dans le livre, vraiment, on explique concrètement ce qu'est une restitution de violence. Il y a un protocole là-dessus. La restitution de violence, c'est un outil thérapeutique qui est malheureusement méconnu, très très peu utilisé, mais qui me semble être fondamental. Il faut constater qu'en thérapie, beaucoup de thérapeutes n'ont toujours pas résolu le problème du trauma, c'est-à-dire le trauma crée un attachement
à la personne qui nous a fait violence et on ne sait pas comment se détacher. Et on constate bien que les patients souvent restent attachés et n'arrivent pas en fait à se détacher, etc. Et on sait malheureusement, aujourd'hui que toutes les tentatives comme le pardon, etc. ne fonctionnent pas. Et la restitution de violence s'appuie sur différents travaux, dont ceux de Marshall Rosenberg d'ailleurs. Le père de la communication non violente, pour figurer le fait qu'en vérité, la violence nous impacte, mais elle reste en nous. Et cette violence ne nous appartient pas. Et je ne peux pas m'occuper de l'enfant maltraité ou qui a mal en moi si je laisse cette violence qui appartient à l'autre continuer en fait à œuvrer et à m'empoisonner. Il faut qu'à un moment, cette violence, je la sorte de moi et je la rende à l'autre. La restitution de violence, qui n'est pas forcément relationnelle, qui ne se fait pas forcément en réalité, qui peut être symbolique aussi, est essentielle. Il faut pouvoir sortir cette violence et la restituer à l'autre. C'est une façon de rendre sa responsabilité à l'autre, parce que beaucoup de victimes, en fait, sont piégés dans une fausse responsabilité. Ils pensent qu'ils sont responsables de ce qu'ils ont subi et continuent en fait à prendre la responsabilité et les émotions de honte ou de culpabilité qui ne leur appartiennent pas en fait. Oui. Je connaissais un thérapeute qui prenait cette image du paquet cadeau en disant vous recevez un paquet en ligne, vous chaussez du 37 et vous recevez du 42. Vous n'avez jamais commandé ça, vous renvoyez le paquet cadeau. Bien sûr. Il disait, c'était une métaphore pour expliquer ce paquet qui ne nous appartient pas. Alors comment vous le faites, vous, concrètement, par le corps ? Vous avez des méthodes particulières ? Alors, c'est un processus qui est un peu long, qui peut prendre différentes formes. Oui. Ça peut être un rituel, ça peut être une lettre. Je passe toujours quand même souvent par l'écrit. Mais il faut s'adapter finalement à la personne parce que je me suis rendu compte que chaque personne a sa manière spécifique de créer sa restitution de violence, parfois symbolique mais parfois réelle. Je me souviens de cet homme qui est venu en thérapie et qui avait un problème relationnel avec sa mère et la relation avec sa mère était très très mauvaise, il n'y avait pas du tout d'entente, il y avait un blocage, etc. Et puis en travaillant sur son enfant intérieur, en découvrant peu à peu l'enfant lui, il se rend compte qu'en fait il est un enfant maltraité. Que sa mère l'a maltraité, le frappait avec un martinet ou une tige en bambou, voilà. Et donc, quand il arrive à ce point-là, je lui dis, c'est important de commencer à travailler une restitution de violence. Et lui, dans ce travail, on est arrivé au point où il a dit, il faut que je rende ce martinet et cette tige en bambou à ma mère. Et pourquoi il en arrive là ? Parce qu'il découvre que dans son appartement, derrière l'un de ses rideaux, il y a une tige en bambou et il ne sait pas pourquoi elle est là. Et elle ne sert à rien. Chez lui ? Oui. Ouais, la synchronicité particulière. Alors, un jour, tout ça, c'est un travail de plusieurs mois, de préparation. Et puis un jour, une fois que les affects sont apaisés, une fois que la personne est en contact avec son enfant, parce qu'on restitue en prenant la main de son enfant intérieur. Alors, il est allé voir sa mère et il lui a rendu le martinet. Il avait acheté un martinet pour l'occasion et il lui a rendu la tige en bambou. Et il lui a dit, je te restitue la violence que tu m'as infligée, elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Et il lui a rendu ça. Évidemment, quand il arrive à ce rituel, au début, il a peur. Il me dit, déjà que ma relation est merdique avec ma mère, là, ça ne va pas l'améliorer, ça va être une catastrophe et tout. C'est ce qu'on appelle aussi un trans-acte. On pourrait l'appeler comme ça ? Oui, parce que c'est transrationnel, ça parle, voilà. Mais moi, je considère que la restitution de violence n'est pas une violence faite à l'autre. C'est le réhumaniser parce qu'on lui dit, tu as une responsabilité et si je te la rends, je te donne l'opportunité d'être à nouveau plus humain. Et c'est ce qui s'est passé avec sa mère, en fait. Sa mère a pris les objets, elle n'a rien dit. Pendant 1 mois, il n'a rien entendu. Et puis un jour, elle l'a appelé, elle lui a dit, tu sais, je voudrais te dire une chose. Quand tu étais enfant, tu criais tout le temps, parce que sans doute tu avais faim, parce que sans doute tu étais triste, je ne sais pas. Oui. Je ne supportais pas tes cris. Ils m'étaient insupportables. Et cette mère, quand elle dit ça, elle fait écho à la situation de cet homme qui vient d'être jeune papa et qui est prisonnier des cris de son fils, qui n'arrive pas à supporter. Et suite à ce témoignage de sa mère, tout a lâché. Donc en fait, la restitution de violence, et je l'ai vu des centaines et des centaines de fois, recrée une alliance en fait. Ça. En tout cas, ça recrée la possibilité d'une alliance. Après, chacun est responsable d'accepter ou non cette alliance nouvelle.
Alors, dans la dimension, on arrive à la fin de ce podcast, j'avais encore pas mal de questions, Emmanuel, on aurait dû faire 2 émissions, tiens. Alors, dans cette dimension existentielle, hein, vous vous souvenez, si vous nous suivez bien, et on imagine que oui, on a parlé d'aborder cette dimension. Et donc, dans la dimension existentielle, tu parles aussi de l'évitement de la responsabilité qui a souvent cette forme et qui prend forme, et je trouvais ça vraiment très intéressant, dans la compulsion, tout ce qui va déléguer en fait le pouvoir à l'extérieur. Et tout ceci allant vers ce qu'on disait tout à l'heure, vers le masque de l'enfant adapté, le faux self, et les fameuses 7 transes dont vous parlez qui obscurcissent l'horizon. Est-ce que tu peux un peu éclairer ça ? Oui, alors... Là, on est sur ces fameuses stratégies de survie et d'autoprotection, qui créent des phénomènes de transe. Les phénomènes de transe, finalement, ce sont tous ces phénomènes où je ne suis plus exactement ici et maintenant, mais ailleurs et autrefois. Ce qui active des émotions, des sensations et des réactions, des comportements relationnels qui vont parasiter, en fait, ma relation avec l'autre. Et l'autre, quand on fait ça, quand on est en transe, l'autre est responsable de. L'autre peut être responsable de l'émotion que je ressens, comme s'il s'était immiscé à l'intérieur de moi et qu'il avait créé de la peur, mais il n'y est pour rien. Ma peur m'appartient. L'autre est responsable de ce que j'ai vécu, mais l'autre est responsable, mais aussi celui qui doit réparer. C'est-à-dire, on réclame en fait, on revendique, on réclame. Et je crois que là, on touche à vraiment un fonctionnement de l'être humain qui est fondamental et qui piège l'être humain dans des dimensions de violence en fait, parce que ça crée de la violence. Ça crée une violence parce que finalement, on ne répond jamais à l'enfant qui est en soi. On ne se tourne pas vers l'enfant en soi. Et puis ça crée de la violence parce qu'on continue à mettre des enjeux dans la relation et qui sont peine perdue. Alice Miller disait bien que l'amour que vous n'avez pas reçu, vous ne l'aurez jamais. Il est absent pour toujours. Le seul moyen, c'est de retrouver cette intimité avec soi et avec l'enfant en soi pour recommencer à sentir ce que signifie que d'aimer. Et sur les compulsions ? Les compulsions sont vraiment liées donc du coup à... C'est aussi une délégation extérieure. Oui, c'est aussi une délégation extérieure, compulsion, codépendance, etc. Mais finalement, c'est aussi une grande addiction, mais c'est une difficulté à accueillir ces 2 couches qu'il faut traverser pour toucher l'enfant exilé en soi, pour descendre au fond du puits et aller toucher l'enfant intérieur en soi. On passe par vraiment 2 phases qui sont d'abord le vide et puis le chaos. Ouais. Il ne s'agit pas de revivre le vide, l'absence, la solitude, l'isolement ou le chaos émotionnel, mais il s'agit bien quand même de les traverser. Et là, la fonction du thérapeute est essentielle parce qu'il faut maintenir en fait le patient dans une zone, je dirais, de tolérance suffisante pour qu'il puisse traverser tout ça. Alors ça c'est intéressant, et puis pour aborder aussi cette notion, parce qu'on a beaucoup parlé de l'enfant divin tout à l'heure, et parallèlement tu dénonces le danger de ce que tu appelles la spiritualisation, tout à fait. Voilà, de cette transe la plus intense, et du retour à une espèce de faux moi. Alors ça, j'aimerais bien que tu l'éclaires, parce que c'est vrai qu'on est dans des temps de retour au spirituel, et c'est chouette, et en même temps il y a de la confusion aussi là-dedans. Oui, complètement. Je ne sais plus qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais qu'est-ce qu'on entend par spirituel ? Moi, je trouve que on entre parfois, en tout cas dans certaines sphères, chez certaines personnes, on entre au contraire dans un monde d'ésotérisme sauvage qui est inquiétant, parce que ça dissimule souvent ce que j'appelle la spiritualisation. La spiritualisation, c'est le fait qu'en fait, en effet, on adhère à des représentations, à des croyances qui n'ont finalement pour seul objet que d'avoir la fonction de nous empêcher d'être en contact avec notre enfant intérieur. De traverser ce vide, ce chaos, de toucher en fait cette part sensible et vulnérable en soi. On pourrait dire que c'est un échappatoire comme tout à l'heure, finalement. Tout à fait. On délègue à l'extérieur. Exactement. Et donc là, un divin... un divin que l'on place à l'extérieur, ou en soi, parce que les gourous, des fois, certains gourous, ça ne les dérange pas de se mettre dans des postures. Mais c'est un problème la spiritualisation n'est pas liée qu'à des représentations spirituelles. Moi, je trouve qu'il y a des formes de spiritualisation chez les thérapeutes, quand ils considèrent qu'ils ont la posture juste, ou qu'ils sont juste à l'extérieur, ou qu'ils sont ceux qui savent. Toutes ces postures, en fait, sont des postures... de honte. Le fameux masque neutre du thérapeute qui n'existe pas. Qui est complètement une aberration. Et puis moi, j'aurais du mal à être neutre vu mon visage expressif en plus. Je fais tout le temps des grimaces.
Vous le voyez pas, Emmanuel, c'est Non, mais dommage. c'est Vous vrai. le voyez sur la vidéo qu'on a fait sur les réseaux sociaux. Ça, c'est peut-être le résultat du théâtre. Oui, de l'improvisation, quand même 20 ans d'improvisation. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, la spiritualisation est un danger qui nous guette. Parce que beaucoup de gens, finalement, sans s'en rendre compte, se mettent au-dessus pour ne pas affronter le fait qu'ils se sentent tellement en dessous. Hein? Et je crois que c'est pour ça que j'ai sous-titré ce livre, pour grandir en humanité. Parce que nous avons à cheminer vers notre humanité. Et l'humanité, c'est quoi ? C'est fait de faiblesse, de fragilité, de vulnérabilité et de force. Oui. Et c'est ça l'enfant, c'est ce que représente aussi l'enfant en nous. En conclusion, est-ce que tu auras envie de revenir sur une notion essentielle dont on n'aurait peut-être pas parlé, ou en tout cas, donner peut-être une ouverture aussi par rapport à l'enfant intérieur ? On l'a évoqué, peut-être que c'est finalement, s'il fallait revenir à une notion essentielle, c'est peut-être la dimension vitale du travail sur l'enfant intérieur. D'abord parce qu'elle me touche personnellement, puisque c'est ce que je ressentis, mais je constate, finalement, je vois que beaucoup de personnes ne sont pas vivantes, en fait. Et elles ne s'accordent pas le droit d'être vivantes. À travers leur créativité, ça peut être mais l'art, y compris etc. avec leur corps, en fait. Beaucoup de gens, je les trouve très, finalement, formatés, rigidifiés, obéissants, ou révoltés. Mais en fait, ils sont révoltés parce qu'ils sont obéissants. Sinon, ils seraient simplement... Et moi, je travaille beaucoup sur le plaisir. Vraiment, ça me semble essentiel. On doit éprouver du plaisir à vivre. Alors, le plaisir, parfois, on peut le confondre avec des formes de désir compulsif. Oui, tout à fait. Mais ce que finalement a galvaudé un petit peu l'approche freudienne, c'est que l'approche freudienne a réinsisté sur la théorie des pulsions. Donc elle a remis, sans s'en rendre compte, le corps à un endroit de dangerosité, comme si nous n'étions faits que de pulsions. Et donc nos désirs sont problématiques, etc., etc. Mais en fait, notre corps est fait pour jouir. Les baisers, on revient à ton truc. Mais je t'assure que je ne cesse de dire en stage, vous allez jouir. Ouais. Vous allez jouir. Et je leur explique, vous avez tellement pas d'idée de ce qu'est la jouissance que vous pensez que je parle uniquement de sexualité. Mais la sexualité n'est qu'un tout petit aspect de jouissance. Nous avons à jouir. Parce que si un individu ne jouit pas d'être en vie, ne jouit pas de ce qu'il est, ne jouit pas de ce qui vit en lui, ne jouit pas de ses relations, qu'est-ce qu'il apporte au monde ? On revient d'ailleurs sur cette notion de la libido, de cette circulation en fait de l'énergie, qui n'est pas simplement... pas simplement sexuelle, mais qui est vitale. Ouais. Tout à fait. Et de cette fameuse énergie orgastique dont parlait William Reich. Oui, complètement. Qui est vraiment en fait l'essence vitale. Qui est l'essence vitale et qui est la caractéristique même de l'enfant intérieur, en fait. L'enfant intérieur nous appelle à cette vitalité, à cette vivance, à ce plaisir, à cette joie, voilà. Et on en a besoin parce que évidemment que la vie est souffrance, évidemment que la vie est difficile. Et donc, justement, pour pouvoir traverser tout ce qui va être difficile, on va perdre des gens qu'on aime. Donc on va souffrir. On va perdre des animaux qu'on aime, donc on va souffrir. On va peut-être tomber malade, donc on va souffrir. On va vieillir, donc on va souffrir. On va mourir. Bon, là, on souffrira plus après. Mais avant de mourir, on risque de souffrir encore plus. Alors, ça veut dire que face à toutes ces phases qui font partie et qui sont inhérentes à l'existence humaine, si nous n'avons pas cette capacité à avoir cultivé notre vivance et notre vitalité, nous allons avoir du mal à traverser ces passages plus rugueux. C'est ça. De l'existence. D'ailleurs, c'est ce qui est frappant quand on vous voit même en conférence, Marie-France et toi. Vous êtes très joyeux tous les deux. Vous êtes dans le jeu, on le voit. Oui, mais tout le temps. C'est Winnicott qui disait ça. Il disait le travail du thérapeute, c'est de ramener du jeu chez l'individu ou la famille, etc. Moi, je ne ferais jamais ce métier si je n'avais pas... D'ailleurs, aucun de mes métiers, je n'ai fait aucun métier sans avoir la sensation de pleinement jouer, m'amuser et jouir. Ce qui n'empêche pas la rigueur, en fait. Oui, bien sûr, et on l'entend bien dans tes propos. Et c'est là où, d'ailleurs, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance dans le et. Dans le et, le plaisir et la rigueur. C'est pas antinomique. Mais pas du tout. Merci infiniment, Emmanuel Ballet-Cocremont, d'être venu partager vos expériences et outils dans ce livre coécrit avec ton épouse Marie-France. J'en rappelle le titre, La thérapie de l'enfant intérieur, une approche intégrative pour grandir en humanité, aux éditions Erol. Merci beaucoup. Merci Anne.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.